أبا سورة قلية يوصر كعي وفني مسامي قيستكي إنو هلو صمود أبا كسيحاني سوكا يا أوحي دوك كسيحاني أبا سورة قلية يوصر كعي صمودي مسيد الله قبيحي كارو صمود أبا كسيحاني دادا الله صعدي أيان لغو سوغي فردقا لغو سوغي أيان لغو سوغي فردقا. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette table ronde que nous allons discuter et évoquer ensemble la Semaine nationale de la solidarité avec mes invités bien sûr, que je leur remercie d'avoir répondu à notre invitation avec moi dans cette table ronde. Monsieur Djibah Benoît, conseiller principal de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité. Également Monsieur Mohamed Abdi Ghedi, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et enfin, Madame Zahra Moussa Bouh, directrice générale de l'offre de soins au ministère de la Santé. Avant de revenir à mes invités, j'aimerais vous faire part un petit rappel institué à l'initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh en 2012. La Semaine nationale de la solidarité est une occasion pour le ministère des Affaires sociales et de solidarité de mettre en avant les priorités stratégiques du gouvernement en matière de politique de lutte contre la pauvreté et de la promotion de la solidarité nationale, et c'est conformément à la vision 2035 qui place au cœur de ses interventions le bien-être, le progrès social et l'amélioration des conditions de vie des Djiboutiens. C'est également l'occasion pour le ministère de communiquer, de faire de la pédagogie autour de ses programmes, ses activités et réalisations dans le domaine du social. En effet, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé lundi 29 janvier au Palais du Peuple la cérémonie de lancement de l'édition 2024 de la Semaine nationale de la solidarité. Événement célébré chaque année à Djibouti, la Semaine nationale de la solidarité souscrit à l'objectif de présenter au public les programmes et les projets de développement social initiés dans notre pays d'une année à l'autre. Son mérite préalable est donc d'offrir à l'opinion nationale la perspective d'évaluer la portée des actions entreprises. La Semaine nationale de la solidarité participe indéniablement de ce fait à la notion de transparence que, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et le gouvernement djiboutien est assigné à soumettre l'ensemble de ses charges publiques. Dans une déclaration faite à la tribune de cet événement, le chef de l'État a tout d'abord défini la notion de solidarité et son corollaire le plus immédiat, la pauvreté comme une problématique transversale dont la résolution requiert la collaboration permanente de plusieurs départements. Face à la question multidimensionnelle de la pauvreté, nous avons dû innover, collaborer et intensifier nos efforts pour l'éradiquer ou du moins l'atténuer. À cet effet, déclaré en substance le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République a ensuite procédé à l'inventaire général des mesures entérinées dans le cadre des efforts liés à notre développement social et cité à cet effet l'adoption d'initiatives complémentaires telles que l'élaboration de stratégies, le développement d'outils de microfinance, la création d'institutions chargées de la réduction de la pauvreté et le secrétariat d'État en charge de la solidarité nationale. Sur le terrain, le ministère des Affaires sociales et des solidarités a mis en œuvre des programmes et projets sociaux variés, novateurs et à fort impact, tels que les programmes de développement social, les filets sociaux de sécurité, l'autonomisation et l'inclusion financière dans la capitale que dans les régions intérieures, a dans le même élan indiqué le chef de l'État. Dans cette allocution, le président Guelleh, qui n'a pas manqué de reconnaître combien la pauvreté est un fléau terrible répandu dans le monde entier, s'est toutefois refusé à l'idée qu'elle soit une fatalité irréversible pour les sociétés. En investissant davantage dans notre capital humain, en renforçant la résilience de notre population et en nous fixant des objectifs ambitieux, clairs et atteignables, nous pouvons y arriver, a-t-il estimé, réitérant sa foi en la capacité de notre pays à construire un avenir débarrassé définitivement de la pauvreté.
Donc, je reviens maintenant à mes invités. Je vais commencer avec M. Djibah, M. Benoît, Djibah Benoît. Explique-nous un peu le concept de la Semaine nationale de la solidarité. En quoi une caravane de solidarité? Et pourquoi une caravane de solidarité, je veux dire? Comme vous l'avez dit, comme le président l'a souligné lors de son intervention le jour du lancement de la Semaine nationale de la solidarité, cette semaine constitue pour nous véritablement une étape importante dans nos actions. Pendant toute l'année, nous mettons en place des projets, des programmes, nous les exécutons, mais il est important toutefois de s'arrêter des moments stratégiques pour pouvoir un peu évaluer les actions entreprises. Donc la caravane de la solidarité reprend un peu à ces objectifs, c'est de voir la réalité de nos réalisations sur le terrain, c'est de pouvoir faire de la pédagogie, c'est de pouvoir rencontrer les populations dans les chefs-lieux des régions, mais également dans les localités très éloignées. Donc c'est de pouvoir les rencontrer pour pouvoir voir véritablement l'efficience de nos programmes, des actions de protection sociale. Mais c'est également une occasion privilégiée pour nous de voir les enjeux, en fait, les conditions dans lesquelles vivent ces populations. C'est véritablement partager avec eux des moments et comprendre comment nos actions apportent des réponses concrètes dans la vie au quotidien de ces populations. Justement, comment les actions du MAS, du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, en particulier celles que l'on voit pendant la semaine nationale, s'alignent-elles sur la politique sociale du président de la République? Ce qu'il faut comprendre, que chaque ministère a des prérogatives qui lui sont claires et qui répondent d'une manière globale à une politique nationale, à une politique dans le domaine social. La politique sociale, c'est l'ensemble, comme la définition le dit, c'est l'ensemble des actions mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est l'ensemble des moyens également qui permettent de réduire les inégalités. Donc les actions que nous menons dans les régions de l'intérieur s'inscrivent dans cette politique nationale, dans cette politique sociale. C'est de contribuer à notre niveau, comme ministère en charge de la lutte contre la pauvreté, de pouvoir compléter un peu les réalisations des différents ministères sectoriels qui interviennent dans le domaine social. Je reviens à mes invités de l'éducation et de la santé. Je vais commencer par M. Mohamed Abdi Guedi. Quelles sont vos contributions, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en quoi elle contribue pour cette semaine nationale de la solidarité? Très bien, merci. Avant de répondre à votre question, quand même, je voudrais dire un mot par rapport à cette semaine nationale. Comme l'a si bien dit mon camarade Djibah, c'est une semaine qui est instituée il y a une douzaine d'années déjà. Alors, il me semble que l'objectif de cette semaine nationale, c'est de voir un peu le chemin parcouru au cours des 12 derniers mois, d'évaluer les actions posées par le département en charge de la solidarité, de discuter avec les bénéficiaires et de dessiner les perspectives. Alors, le ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans la dynamique qui consiste à valoriser les ressources, le capital humain. Alors, nous intervenons dans le domaine de l'éducation et la priorité du ministère de l'Éducation nationale dans les régions de l'intérieur et notamment dans les localités reculées, c'est d'élargir l'offre éducative. En ce sens qu'au cours des 5 dernières années, le ministère a multiplié les structures scolaires, notamment dans les localités les plus reculées à l'intérieur du pays, pour pouvoir offrir une éducation de qualité à ces enfants qui vivent dans ces localités-là. Alors, en plus de l'éducation, de l'offre éducative,
ces enfants-là sont encadrés et on leur offre des conditions qui sont identiques aux conditions dans lesquelles travaillent les élèves qui se trouvent dans la capitale. Donc, l'une des missions essentielles du ministère, c'est d'offrir le même offre éducative à tous les enfants, quel que soit le lieu dans lequel ils évoluent. Vous savez que les enfants qui vivent dans les régions de l'intérieur, et notamment dans les localités reculées, ce sont des enfants issus des familles défavorisées. Et parfois, les parents n'arrivent pas à offrir les trois repas. Dans ce sens, le ministère a décidé d'ouvrir des cantines scolaires dans chaque école, dans chaque structure éducative qui se trouve dans la région de l'intérieur. En ce sens, nous avons 127 cantines scolaires qui sont opérationnelles sur toute l'étendue du territoire. Et dans ces cantines-là, on offre trois repas par jour aux enfants qui sont scolarisés. Il se trouve parfois que ces enfants viennent dans des endroits relativement éloignés par rapport au centre éducatif. Et pour que l'enfant puisse étudier et apprendre correctement, nous avons mis en place des navettes qui ramènent les enfants depuis le lieu d'habitation jusqu'à l'école. Et une fois que le cours terminé, les enfants reprennent les mêmes navettes pour retourner chez eux. Mais il y a aussi une autre formule qui consiste à ce que les enfants, les élèves restent dans l'école, dorment dans l'école. Et à cet effet, nous avons mis à la disposition des endroits pour dormir et pour tous les enfants qui sont scolarisés dans les régions, dans les endroits les plus reculés du pays. On va revenir là-dessus, notamment à l'inauguration à Bayad d'un dortoir et d'un réfectoire. Je vais donner la parole à Mme Zahra. Qu'en est-il de la santé et de la solidarité? Merci beaucoup. Pour la Semaine nationale de la solidarité, je pense que le ministère en charge du portefeuille, c'est l'occasion pour lui d'évaluer les réalisations de l'année écoulée avec les populations, et entre autres les populations les plus reculées, et voir quelles sont les perspectives et comment faire en sorte que les gens vont atteindre l'autonomisation souhaitée. C'est ça. Mais pour la santé, je sais que la santé fait partie d'un secteur social, à l'instar de l'éducation nationale. Et dans cette perspective, le ministère de la Santé vise à étendre l'offre au dernier kilomètre. Dans les projets de réforme du ministère de la Santé, nous avons 44 postes de santé dans les zones les plus reculées. Et là où il n'y a pas un poste de santé, nous visons à élargir les équipes mobiles. Parce que là où il y a population, il doit y avoir soins de qualité. Personne ne doit être laissé de côté. Ouais. Voilà. Quand il s'agit de la mer, c'est une des priorités nationales. La mer, nous avons construit au niveau des chefs-lieux des maisons d'attente. Une maison d'attente verra le jour bientôt à Tadjoura et à Lissabié. C'est pour les populations des zones reculées. Toute femme, avant un certain terme, à 8 mois, arrivera dans cette maison d'attente. Elle aura les repas, elle aura l'éducation et en cas de complications, il y a l'hôpital régional qui la prendra en charge. Et ça, tout cela sera pris en charge par le ministère de la Santé et cette stratégie a été développée dans le cadre de la stratégie de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. On aura un deuxième hôpital régional au nord aussi, qui verra le jour à la fin de l'année. C'est pour approcher l'offre aux plus démunis. Parce que les régions reculées ont besoin d'un plateau multidisciplinaire de qualité et qui évite aux patients de se déplacer sur des longues distances parce qu'on sait très bien que certaines complications ne peuvent pas
permettre qu'un malade ou qu'un patient survive, surtout une femme enceinte, au bout de 15 minutes d'hémorragie, il est difficile de rattraper le cours. Revenons, merci madame Voilà, pour ces merci. interventions. Revenons maintenant sur ces activités de la semaine. Votre premier halte, monsieur Djibar, était à l'ICBI. Nous avons tous suivi les activités menées là-bas. Quelles sont les motivations et en quoi ces activités s'animent-elles sur la stratégie nationale? Oui, donc une fois les activités terminées dans la capitale avec le lancement de la Semaine nationale de la solidarité avec le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, donc le ministère s'est attelé à la tâche pour aller rencontrer les communautés vivant dans la région de l'intérieur. Et la première étape, comme vous l'avez dit, a été à Al-Sabih. Donc pour nous, c'est donc l'objectif, comme on l'a dit au tout début, c'était véritablement d'aller dans les régions de l'intérieur. Chaque localité, en fait, chaque région est ciblée dans notre Semaine nationale de la solidarité. L'objectif, c'est de rencontrer les communautés dans le chef-lieu de la capitale, mais également dans des localités. Donc nous avons choisi, au-delà du chef-lieu, 2 localités qui sont Beyadé et Dikri. Donc les actions menées par le ministère s'inscrivent dans la continuité de la stratégie nationale de la protection sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette stratégie de protection sociale du ministère s'articule autour de 3 grands axes importants. Le premier, c'est d'assurer la sécurité alimentaire aux populations les plus vulnérables et de leur faciliter l'accès aux services sociaux de base tels que le système éducatif, la santé et le logement décent. Le deuxième axe stratégique important, c'est au-delà de l'assistance sociale, c'est d'apporter à la population le moyen de se prendre en charge et de s'autonomiser. Donc c'est de créer des activités génératrices de revenus, c'est d'apporter des formations pour les populations qui n'ont pas les moyens de travailler, donc de leur donner la possibilité d'acquérir des compétences professionnelles. C'est également faciliter l'accès à la microfinance, notamment la microfinance islamique, des prêts à taux zéro. Donc c'est un axe important. Comme dit l'adage, il vaut mieux apprendre à une personne à pêcher que de lui donner du poisson. Le troisième axe stratégique dans lequel le ministère agit, c'est de pouvoir renforcer la résilience des communautés face aux différents chocs auxquels ils sont amenés à être confrontés. Et ces chocs, c'est surtout dans la région de l'intérieur, c'est le changement climatique, c'est la sécheresse, c'est l'inflation qui est liée aux crises qui viennent de l'extérieur, les crises liées au contexte géopolitique régionaux qui sont véritablement instables. Donc pour le ministère, c'est vraiment aller dans les régions de l'intérieur et communiquer sur ces 3 axes importants. L'assistance sociale, l'autonomisation et la résilience par rapport au choc. Donc Al-Sabih s'inscrit, et même les autres régions s'inscrivent dans ces 3 axes, et le ministère essaye d'évaluer ses actions par rapport à ces 3 axes. Le ministère également agit dans ses interventions, dans ses programmes sociaux à travers ces 3 axes. Maintenant, à Al-Sabih, comme c'était le point de départ, le ministère a voulu communiquer sur sa volonté de changer véritablement le regard de la population par rapport à la protection sociale. Lorsqu'on parle de protection sociale, les gens pensent automatiquement à l'assistance alimentaire ou les transferts monétaires, c'est-à-dire recevoir de l'aide. Mais les gens oublient que l'assistance n'est qu'une infime partie de la protection sociale. La protection sociale, c'est de permettre également, et c'est ça actuellement autour duquel la stratégie est construite, c'est de permettre à la population de pouvoir s'autonomiser individuellement, mais également collectivement. Donc nous agissons à travers des actions, des programmes qui sont tournés vers l'individu, à travers les formations, comme on l'a dit, à travers l'accès au microcrédit et également l'activité génératrice de revenus. Renforcer les capacités des individus, mais également renforcer les capacités des communautés. Donc ce sont ces axes-là sur lesquels nous avons communiqué. Vous n'êtes pas resté à l'ICBI, mais vous êtes parti également dans les localités les plus reculées, comme à Dikri et à Beyad. Oui. Quelles sont les doléances
qui vous ont été communiqués par la population locale? Oui, donc comme on l'a dit, la première étape, c'est d'abord le chef-lieu. Et puis, on va vers les localités les plus reculées. Donc, après Ali Sabié, on est parti sur Dikri, qui se trouve à 2 heures de route de Ali Sabié. Et nous avions pu rencontrer une population agro-pastorale. C'est une population quasi nomade. Hein. Et cette communauté qui nous a très bien accueillis connaît déjà les programmes du MAS parce que des familles reçoivent des transferts monétaires et des transferts en nature. Il y a certains qui ont accès à la carte de santé PASS également. Donc ces populations sont déjà des bénéficiaires de nos programmes. Donc la rencontre a été l'occasion pour la population d'exprimer en quelque sorte ses préoccupations. D'abord de partager la satisfaction par rapport au programme, mais également de partager ses préoccupations qui doivent être comblées, des besoins qui doivent être comblés. Et parmi ces besoins, donc la réunion d'abord s'est faite autour d'un centre communautaire qui a été construit par le ministère à travers son agence d'exécution, la DDS. La population a tout d'abord exprimé ses doléances par rapport à la problématique de l'eau. Vous savez que le changement climatique impacte fortement notre pays parce que nous sommes dans un territoire qui est sujet à la sécheresse. C'est un territoire qui est semi-aride. Une école dans la localité, elle sera amenée pour ses enfants à aller se déplacer dans une autre localité et les enfants seront hébergés dans des dortoirs. Donc la population et l'éducation connaissent mieux que nous les conditions, les variables sur lesquelles ils misent pour construire une école et la densité de population fait partie et surtout le nombre d'enfants. Vous avez notamment répondu à une de leurs doléances à Dikri. Quelle approche avez-vous employée en inaugurant un local communautaire? Donc le ministère, la pauvreté tout d'abord elle est multidimensionnelle. Elle n'est pas que alimentaire ou elle n'est pas que monétaire. La pauvreté est également une pauvreté de problèmes d'accès, accès à l'éducation, accès à un système de santé, accès à un logement décent. Donc nous avons voulu, à travers la DDS, apporter une réponse à cette pauvreté des services sociaux. Donc la communauté, lorsqu'on les a rencontrés, a soulevé la problématique de pouvoir avoir un lieu de rencontre. Donc le ministère, à travers la DDS, a mis en place un concept qu'on appelle le développement conduit par la communauté. C'est la communauté qui identifie tout d'abord ses besoins. Une fois ce besoin identifié, il faut apporter la réponse, c'est-à-dire construire le local. Maintenant, nous avons l'habitude, généralement, lorsqu'on veut construire, c'est de faire appel à des sociétés externes qui viennent dans la localité, on construit l'habitation ou l'infrastructure, puis on le cède à la population. Et il se peut que la construction ne satisfasse pas la population. C'est une communauté qui est impliquée de A à Z sur l'ensemble du processus de construction. Absolument. Et ce n'est pas une participation passive, c'est une participation active. C'est vraiment fondamental et c'est ça qui change la donne. Maintenant, nous avons une communauté qui est sensibilisée sur la préservation des infrastructures qui sont construites dans leur localité. Donc à Dikri, il y a ces locales communautaires, mais également un réservoir qui a été construit. Et la communauté est consciente de ce besoin, est consciente qu'il faut protéger ce besoin précieux pour eux. Donc ce concept de développement conduit par la communauté, actuellement on est en train de l'étendre sur tout le territoire. L'année dernière, 2023, 202 projets ont été construits sur ce concept-là, sur différents types de doléances. L'accès à l'eau, l'accès à l'école, l'accès au centre de santé, l'accès à des services marchands et non marchands. En gros. Je reviens à l'éducation nationale maintenant, à M. Mohamed Abdelkedi. À Bayad, justement, le MAS a procédé à l'inauguration d'un dortoir et d'un réfectoire. En quoi ces activités s'alignent-elles sur la politique du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle? Alors, merci bien. Alors, le réfectoire et le dortoir
qui ont été inaugurés à BAD dans le cadre de cette semaine nationale illustrent parfaitement la collaboration qui existe entre les deux départements. Alors, nous avons construit l'école. Donc, eux, comme c'est une population rurale et que beaucoup d'enfants qui fréquentent cette école viennent des zones relativement éloignées de l'école, la population a exprimé le besoin de construire un dortoir. Tout à l'heure, Djibah nous disait que ce n'est pas dans un bureau frais que les décisions se prennent. Donc, on s'approche de la population concernée, on discute avec elle, on note leurs doléances et on apporte des réponses aux doléances exprimées. Donc, le dortoir et le réfectoire qui ont été construits à Baadi sont des doléances exprimées par la population. Donc, c'est le ministère de la Solidarité qui a répondu à ces doléances et c'est dans ce cadre-là que le dortoir et le réfectoire ont été inaugurés. Vous savez, l'ensemble des départements ministériels travaillent pour la même population et aucun département ministériel ne fait cavalier seul. Nous sommes complémentaires pour pouvoir répondre aux besoins multifacettes et multidimensionnels de cette population. Il faut que l'ensemble des départements ministériels collaborent ensemble. Et sans cette collaboration, il n'y aura pas de résultat. C'est en ce sens que nous avons remarqué au cours des dernières années qu'il y a une déperdition des élèves, des enfants issus des familles rurales. Parce que nos populations rurales sont à la merci des saisons des pluies. Et lorsqu'il ne pleut pas dans un endroit, nos populations nomades sont contraintes de se déplacer pour aller chercher du pâturage. Du coup, les enfants suivent leurs parents. Alors, pour stopper cette hémorragie, le ministère a décidé d'expérimenter un nouveau concept que nous appelons dans notre jargon les écoles rurales intégrées. Alors, en quoi consiste ce nouveau concept d'école rurale intégrée? Une école va être créée dans une zone donnée. Donc, nous allons faire en sorte que la vie tourne autour de l'école. Les campements qui se trouvent à, je sais pas moi, 5 km, 6 km, 10 km vont être approchés, vont être fixés, installés autour de l'école et des activités génératrices de revenus vont être créées. Alors, ce n'est pas nous, le ministère de l'Éducation nationale, qui va créer les activités génératrices de revenus. On va s'appuyer sur le ministère de la Solidarité. On va s'appuyer sur le ministère de la Femme et de la Famille. Et ces gens-là qui ont été fixés ont besoin de soins. Donc, nous allons faire appel au service du ministère de la Santé. Et il y a des enfants qui naissent dans cette zone-là. Alors, il va falloir enregistrer la naissance de ces enfants-là. Nous allons faire appel au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. C'est pour vous dire que, voilà, il y a une collaboration vraiment étroite entre les différents départements ministériels. Merci M. Mohamed pour cet éclaircissement très intense du travail existant ou la collaboration existante entre l'éducation nationale et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Je reviens maintenant dans le domaine de la santé. Madame Zahra, dans le chef-lieu de Dekil et Alisévier, le MAS a renforcé les associations des voiries et des collectes de déchets. En quoi ces activités contribuent-elles sur le volet de la santé? Merci beaucoup. Vous savez que la santé a des déterminants. Parmi ces déterminants, on a l'environnement économique, l'environnement social et l'environnement tel qu'il est. Parlons de déchets. L'évacuation des déchets contribue à la prévention des infections. Et des maladies. Quand on parle des infections, on fait référence. Et c'est une action très importante
parce qu'elle contribue directement à la réduction des déchets. Comme l'éducation nationale, un enfant, une mère alphabétisée ou bien éduquée recourra aux soins et sera même habilité à prendre en charge correctement son enfant. Concernant le MAS intervient également dans les projets de vie, comme les activités génératrices de revenus ou bien les actions que nous menons avec le MAS à travers son agence d'exécution qui est l'ADDS. L'ADDS est un partenaire clé pour le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la malnutrition protéino-calorique. Elle mène des activités relatives à cette problématique au sein de la communauté qui sont sous forme de sensibilisation, mais également sous forme de transfert monétaire et de distribution des vivres chez les familles précaires et démunies. Nous avons également une autre relation avec le MAS qui est la réhabilitation ou l'extension des infrastructures sanitaires. Si je peux donner un exemple, il s'agit de la maternité de Bok qui a bénéficié d'une extension et inaugurée par les 2 ministres. Nous avons besoin de cette collaboration parce que la santé ne dépend pas seulement du ministère de la Santé. Elle dépend des actions des autres ministères. Si l'environnement ne répond pas aux conditions adéquates, nous ne pouvons pas prétendre avoir une bonne santé. Si l'éducation n'est pas, on n'aura pas une bonne santé. Je pense que nous sommes obligés de collaborer et d'être à la même table. Si on est retenu autour de cette table, c'est qu'il y a déjà une collaboration qui existe entre ces ministères et les autres ministères, départements ministériels. Merci. Je reviens à M. Djibar. M. Djibar, comment le MAS collabore avec les institutions gouvernementales pour répondre aux besoins de nos communautés rurales? Donc, je disais tantôt, le ministère agit dans la lutte contre la pauvreté et ce sont ses prérogatives spécifiques. Ces actions s'inscrivent dans la politique sociale de ce pays. Donc, nous avions dit que c'est la politique sociale, c'est l'ensemble des actions entreprises pour améliorer les conditions de vie des populations et lutter contre les inégalités, toutes les formes d'inégalité. Donc, les actions du gouvernement, que ce soit l'ensemble des ministères sectoriels et autres institutions qui sont en charge de ces politiques sociales, je pense à la DDS, aux agences nationales. Ces ensembles d'acteurs agissent de concert. N'oublions pas qu'on n'agit pas seul. La politique sociale, c'est en quelque sorte un orchestre symphonique. Donc chacun joue sa partition à son niveau. Donc celui qui joue du violon va utiliser ses compétences dans le violon, le violoncelle, le piano, etc. Donc imaginez un ensemble de ministères sectoriels qui est chacun en charge d'un seul instrument. Et la politique sociale, c'est véritablement la coordination de l'ensemble de ces orchestres pour pouvoir créer une note de symphonie qui est vraiment agréable à être écoutée. Donc si la note n'est pas bonne, si le jeu entre la coordination entre ces différents acteurs n'est pas bonne, la musique est catastrophique. Le rendu est négatif. Donc il faut vraiment arriver à jouer au même moment, avec le même tempo, pour pouvoir créer cette symphonie intéressante. Donc le MAS collabore dans la lutte contre la pauvreté avec différentes institutions. Tantôt, le conseiller du MELFOR, Mohamed Abdi Ghedi, a expliqué les actions du MAS dans le domaine éducatif. Donc le social, à travers le ministère, à travers la DDS, intervient pour combler dans les zones où il y a un manque en infrastructure. Il arrive à combler le besoin du ministère de la Santé. BAD, par exemple, c'était un dortoir pour les garçons et pour les filles. C'était également un réfectoire. Il arrive à combler également les besoins au niveau de l'accès à l'eau. Donc il appuie le ministère de l'Agriculture. Il intervient également, tantôt Madame la directrice générale Zahra l'a clairement dit, dans le domaine de la nutrition. Nous appuyons, le MAS intervient aux côtés du ministère de la Santé à travers son agence d'exécution, la DDS,
dans le renforcement des capacités des populations dans le domaine de la nutrition à travers des formations pour les mamans, pour qu'elles puissent avoir une alimentation saine et élever correctement ses enfants. Au niveau de la décentralisation, nous intervenons dans des actions de décentralisation. Par exemple, le ministère des Affaires sociales, de Solidarité, a des guichets sociaux non seulement dans les quartiers de la capitale, dans les arrondissements, mais également dans les régions de l'intérieur. Donc ce sont des actions déconcentrées de l'État. Donc le ministère agit également dans ce sens. Au niveau de l'éducation encore, pour les étudiants handicapés, nous appuyons l'accès, l'égalité de chances dans l'accès au système éducatif. Le ministère donne des bourses aux enfants, aux lycéens handicapés. Au niveau de l'enseignement supérieur également, il y a l'accès aux étudiants qui viennent des régions de l'intérieur, qui sont issus de ménages vulnérables, un programme dénommé ASRI, qui appuie chaque année plus de 3000 étudiants à travers un appui à la restauration universitaire. Et l'année dernière, nous avions travaillé avec Dimani pour faire des transferts monétaires pour les étudiants. Donc le ministère agit en collaboration avec les autres pour pouvoir mener à bien ces actions, ces prérogatives. Seul, on ne peut pas travailler. Comme dit l'adage somali, une seule main ne peut pas se laver toute seule. Il faut avoir les autres acteurs sectoriels pour pouvoir apporter une réponse efficace à la lutte contre la pauvreté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ministères font partie d'une même équipe qu'on appelle l'action gouvernementale. On ne travaille pas pour des pays différents. C'est le gouvernement, c'est l'action gouvernementale et il faut qu'elle soit coordonnée, concertée pour vraiment apporter une réponse à la question de la problématique de la pauvreté, mais d'une manière générale à la question de la politique sociale du gouvernement. Et lors du lancement de la Semaine nationale de la solidarité, nous avions voulu mettre en avant les 10 ans de réalisation de l'action sociale du gouvernement et surtout de la politique sociale du chef de l'État. Merci. Comment, M. Mohamed, comment les populations rurales peuvent-elles être renforcées en termes d'accès aux infrastructures écolières de base? En tout cas, toute l'action du ministère est portée pour pouvoir élargir l'offre éducative. Et la population rurale, je pense qu'elle est bien servie dans ce sens-là. Tout à l'heure, dans le déplacement de la ministre, lorsqu'elle est partie à Dekri, la population a exprimé le besoin de construire une école dans cet endroit-là. Bien évidemment, j'espère que la ministre va en parler avec son collègue, du ministre de l'Éducation nationale, et des actions vont être entreprises pour pouvoir répondre à ces doléances. Mais pour pouvoir construire une école dans un endroit donné, il y a des critères à respecter. Est-ce qu'il y a suffisamment d'enfants? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que, voilà, il y a des conditions et des critères à respecter. Donc, une enquête va être lancée par le ministère pour pouvoir d'abord faire un recensement. Alors, il y a combien de familles et il y a combien d'enfants qui vivent dans cette zone-là? Est-ce que toutes les localités de la région possèdent-ils des écoles? Non. En tout cas, là où il y a une population, il y a une école. Okay. Même dans les localités les plus reculées, là où il y a des enfants, il doit y avoir une école. Puisque notre objectif, d'ici 2029, nous devons déclarer la scolarisation universelle. Que veut dire scolarisation universelle? Ça veut dire que tous les enfants vivant sur le territoire national qui sont en âge d'aller à l'école, un seul élève n'est en dehors de l'école. Donc nous avons cet objectif. Et là, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Des besoins se sont exprimés. Maintenant, nous allons prendre à bras le corps cette doléance pour pouvoir offrir l'offre éducative. S'il y a suffisamment d'enfants dans cet endroit-là, dès l'année prochaine,
il y aura une école. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'écoles, nous avons d'autres options. D'autres options, nous allons offrir une navette à cette population. Et l'école la plus proche, je pense que c'est Holhol, l'école primaire de Holhol. Nous allons offrir une navette et les enfants qui vivent dans cet endroit-là, tous les matins, une voiture va aller les chercher, ramener à l'école, les ramener chez eux. En tout cas, nous avons toutes les options sont sur la table pour pouvoir offrir une éducation de qualité à ces enfants-là. Je pense que cette doléance va trouver une réponse. Je vais revenir maintenant à M. Djiba. Comment les réalisations de votre ministère s'inscrivent-elles dans la politique sociale du président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, et plus globalement dans la vision 2035? Donc le chef de l'État trace les grandes lignes de la stratégie de la politique nationale et elle est déclinée en différents axes. Hein. La vision 2035, c'est une stratégie sur le long terme qui permet au pays d'être vraiment développé. Donc c'est une prospective, c'est une action prospective qui est de se dire en 2035, le pays doit arriver à ce niveau de développement, à ce niveau de développement social, économique, etc. Donc cette stratégie est déclinée en différents sous-stratégies. On a eu la SCAP, qui a couvert les 5 premières années, et actuellement on a le plan national de développement. Ce plan national de développement fixe les grandes lignes, les grands caps à tenir pour arriver à cette stratégie de 2035. Donc elle est déclinée en différentes actions sectorielles. Le ministère de l'Éducation, un certain nombre d'indicateurs auxquels il doit répondre, le santé également, et le ministère des Affaires sociales a également un certain nombre d'indicateurs qui lui sont fixés pour apporter des réponses. Donc nous faisons une stratégie sectorielle à un autre niveau. Donc la vision 2035, c'est au niveau stratégique, c'est au niveau sommet. Puis vous avez le plan national de développement qui est à un niveau un peu plus bas. Et puis par secteur, à un niveau plus bas encore, nous avons nos stratégies particulières sectorielles. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le MAS ont chacun à leur niveau des stratégies pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs. Donc nous avons une stratégie nationale de la protection sociale, actuellement 2023-2027, les 5 prochaines années. Et ces indicateurs, ces objectifs sont alignés sur la vision 2035. Et les axes les plus importants, je les citais tantôt, c'est la sécurité alimentaire et l'accès aux services sociaux de base. C'est l'axe premier. Le deuxième axe, c'est l'autonomisation, l'inclusion économique et financière des populations. Le troisième axe, qui est la résilience des populations. La construction d'une stratégie de protection sociale qui est adaptée aux différents chocs. Donc ces 3 axes stratégiques ont chacun des indicateurs qui tous s'inscrivent à répondre aux objectifs stratégiques de la vision 2035. Et sur le terrain, donc on est un peu plus bas, nos actions répondent à ces différents indicateurs. Donc l'accès aux services sociaux de base, la lutte contre la malnutrition, l'accès à la sécurité alimentaire, construire le capital humain, toutes ces actions au niveau plus bas contribuent tous à répondre à cette vision 2035. Et quelles sont vos réalisations à ce jour dans les localités de Béad, des Dikri, des Sangal, de Kotabouya? Quelles sont vos réalisations à ce jour? Est-ce que vous vous dites que nous sommes arrivés à un stade de 100%? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces localités, les localités dont on parle, ce sont des localités très éloignées. Ce sont des localités dont les infrastructures routières, les moyens d'accès sont difficiles. Ce sont des localités qui sont situées dans des zones
semi-désertiques, où les besoins en eau et les besoins essentiels sont vraiment importants. Donc le ministère, on l'a dit tantôt, seul ne peut pas répondre à l'ensemble de ces besoins. Nous sommes là pour appuyer le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes là pour appuyer également le ministère de la Santé et les autres ministères sectoriels, tels que le ministère de la Jeunesse, le ministère du Sport, etc. Donc nous intervenons pour véritablement soulager la population d'un certain nombre de manquements. Maintenant, ces populations bénéficient des cash transferts, ces populations bénéficient d'un appui alimentaire à travers des vivres qui leur sont livrés pour des périodes d'une année, 2 mois, 3 mois, des vivres alimentaires. Pour l'accès à la santé, ils bénéficient de la carte de soins PASS. Cette carte de soins sont financées par l'État. Tout ce que je vous dis, ce sont en grande partie financés par le budget de l'État. C'est le gouvernement qui redistribue ces richesses qui sont créées pour appuyer la population. Donc l'accès à la sécurité alimentaire, l'accès à la santé, l'accès à l'école à travers les services sociaux de base, les activités d'autonomisation qu'exécute par exemple la DDS, tels que les GEA, les groupements d'entraide et d'affinité, qui sont des moyens pour la communauté de se prendre vraiment en charge et de créer des activités génératrices de revenus. Par exemple, pour la région d'Ali Sabieh, nous avons 435 groupements d'entraide et d'affinité qui sont créés. Et lorsque nous étions à Dikil et que nous sensibilisions les nouveaux groupes GEA qui ont été créés par la DDS à Dikil, nous avions eu l'exemple d'un GEA qui a été créé il y a 7 ans à Ali Adé. Et une des membres de ce groupement d'entraide et d'affinité a présenté son bilan. Il y a 7 ans, ils avaient une petite caisse pour mettre de l'argent pour pouvoir s'entraider. Et ce sont des caisses à la fois d'épargne, mais ce sont également des caisses solidaires. C'était il y a 7 ans. Et aujourd'hui, elle était en train de présenter un bilan d'une caisse d'épargne d'un montant de 10 millions de francs Djibouti. 10 millions de francs Djibouti. Ils sont partis de rien pour pouvoir construire ça. Donc ce sont des outils qui permettent à la population de se prendre en charge. Mais le ministère seul ne peut pas intervenir. Et si on répond à 100% des besoins de ces populations, le ministère n'existerait pas. Donc le jour où le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est retiré de la liste des ministères sectoriels, ça veut dire qu'il n'y a plus de pauvreté. Vous avez inauguré également un local à Dikri, un local communautaire. Est-ce qu'on peut dire que des locaux communautaires, est-ce que des locaux communautaires existent dans toutes les localités maintenant? Est-ce que dans toutes les localités, on peut retrouver des locaux communautaires? En fait, le concept j'avais tantôt expliqué en quoi consistait le développement conduit par la communauté. Les locaux communautaires, ce sont des besoins qui ont été exprimés par les populations. Oui. Donc, ce sont des populations qui se disent on veut se rassembler, se regrouper, mais on n'a pas d'endroit approprié pour pouvoir se rassembler, partager des idées ou même apprendre à nos enfants la lecture du Saint-Coran, un espace sécurisé, un espace où même la nuit, les gens peuvent se retrouver. Donc ce sont des besoins qui ont été formulés. Donc dans certains secteurs, par exemple à Sankal, la communauté a exprimé le besoin d'avoir un local communautaire. Ça a été le cas également à Dikri. Mais à Koutabouya, la population a priorisé ces besoins et ils ont dit notre besoin prioritaire. Donc ils n'ont pas les mêmes besoins. Absolument. En fonction des espaces, en fonction des localités, il y a des besoins. Ouais. Ils ont besoin de locales communautaires. Nous avons vu une communauté qui n'avait pas de l'espace, mais ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'était à Koutabouya, c'était l'accès à l'eau. À Béad, leur priorité, c'était l'extension avoir un doctorat pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Donc, en fonction des localités, nous avons des besoins prioritaires. Et elles ne sont pas les mêmes. Okay. Je reviens maintenant à Mme Zahra. Quelles sont vos perspectives en termes de renforcement à l'accès aux infrastructures sociales de base, comme hospitaliers, postes de santé ou autres? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons 44 postes de santé dans les zones les plus reculées de la République, tant au nord qu'au sud.
Ces 44 postes de santé obéissent à des critères et à des normes pour leur mise en place, surtout en termes de population. Il faut 5 000 à 10 000 populations pour créer un poste de santé. Et il faudrait que la population également ne parcourt pas une longue distance. Mais quand on met un poste de santé, souvent, on a une collaboration avec les autres départements. Nous avons une école à côté. Nous avons le ministère de la Solidarité également qui crée des projets de vie à cette communauté. Parce que là où il y a école, là où il y a population, il doit y avoir des projets comme des activités génératrices de revenus qui luttent contre la précarité et la pauvreté, dont l'objectif est de peut-être pas amener à zéro, mais de l'atténuer significativement dans toute la République. Donc à l'avenir. Voilà, à l'avenir. Quels sont les projets du ministère de la Santé dans les régions? Dans les régions. Dans les localités. Voilà, nous avons pour la première année un projet de réhabilitation et de mise aux normes de 13 postes de santé dans les régions cette année-là. Et nous avons également un deuxième projet qui vise les polycliniques de Djibouti-Ville pour désengorger les infrastructures tertiaires, ça veut dire l'hôpital et les CHU, pour que les services soient le plus proches des populations. Il ne faut pas que quelqu'un quitte la commune de Tadjoura pour venir à Djibouti, parce qu'il y aura l'hôpital régional. C'est cette réhabilitation et l'amélioration du plateau technique, tant en termes d'équipement, en termes de ressources humaines que nous visons. Voilà. Et le deuxième projet, c'est que nous voulons mettre au niveau des postes de santé un personnel qualifié. Quand on parle d'un personnel qualifié, c'est une sage-femme, un infirmier, un agent de santé communautaire, parce qu'il faut faire de la santé communautaire et parler avec cette communauté. Et il y a tous les services préventifs. Comment on veut couvrir le reste de la République? Là, nous voulons redynamiser les activités des équipes mobiles. Parce que là où il y a communauté, il doit y avoir soin. Régulièrement, nous avons mis un plan pour que la région, le CMH, dans le cadre de la décentralisation, c'est le médecin-chef qui est responsable de sa région, qui organise des sorties avec l'équipe mobile, l'équipe cadre du district, qui est composée du médecin-chef, parce que dans les régions, nous avons également des gynécologues avec des blocs opératoires fonctionnels depuis plusieurs années, et on a également le responsable de la nutrition pour le dépistage de la nutrition et sa prise en charge, et nous avons la sage-femme pour la surveillance et la prise en charge et l'enrôlement des femmes. Nous avons également un projet avec le PASS qui est très important parce que dans le cadre de la couverture sanitaire universelle initiée par son chef de l'État, nous avons eu le PASS. Le PASS s'intéresse à qui? Aux populations pauvres et démunies. L'enrôlement est progressif et on va arriver à 100%, mais progressivement d'année en année, la proportion des personnes qui en bénéficient augmente. On arrive aux régions, par exemple à Alisabié, nous avons une succursale de la CNSS qui enrôle ces gens progressivement et nous voulons qu'on enrôle progressivement et ça viendra avec la sécurité. L'accès à des soins de qualité pour ne laisser personne pour compte au dernier kilomètre également vise la disponibilisation des médicaments. Nous allons mettre avec le ministère de la Santé un logiciel de gestion et une décentralisation de la CAM avec un stock de la CAM au niveau nord, régional et au niveau sud. Ça, c'est dans le projet actuel avec la Banque mondiale que nous travaillons dedans. C'est pour disponibiliser et autonomiser ces régions. Pour cela, nous avons toujours besoin de nos partenaires et nous discutons en partenariat avec les départements concernés parce que dans les régions, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le ministère de l'Éducation, nous avons le MAS, où on a une collaboration étroite avec son agence d'exécution qui est la DDS. Nous travaillons à travers des réunions de comités de coordination et tous les 5 du mois, nous avons un cluster où on se réunit et on parle des actions menées et quels sont les gaps et comment on peut améliorer. Nous nous basons également sur les associations parce que nous travaillons pour la communauté, mais on doit faire avec eux, parce qu'on fait pour eux, mais on doit faire avec eux. C'est-à-dire les projets, s'ils viennent de la communauté et que nous travaillons avec la communauté, ces projets peuvent aboutir. Mais par contre, on ne peut pas se lever du jour au lendemain en disant « nous connaissons les problèmes de la communauté, c'est nous qui allons faire pour la communauté ».
faire avec eux. C'était même l'objectif de la stratégie communautaire. Elle a réuni tous les représentants de chaque département ministériel et de la communauté concernée. On a fait des ateliers régionaux pour nous rendre compte et prendre les doléances de ces communautés et les traduire en stratégie, en plan d'action et résoudre progressivement avec eux leurs problèmes. Merci. J'aimerais poser la même question. Quelles sont les perspectives du ministère de l'Éducation nationale à l'avenir également dans la région et à Djibouti-Ville? Oui, les perspectives du ministère de l'Éducation nationale dans la région, c'est que nous devons offrir une offre éducative à chaque enfant djiboutien, quel que soit le lieu géographique où il se trouve. C'est pour ça que nous multiplions les constructions des écoles dans les localités les plus reculées. Maintenant, il ne suffit pas de construire des écoles. Il faut mettre l'enfant dans des conditions qui favorisent l'apprentissage. C'est pour ça que chaque fois que nous construisons dans une localité reculée à l'intérieur du pays, c'est la cantine qui accompagne. Ce sont les dortoirs qui accompagnent. Nous levons tous les obstacles qui pourraient conduire à ce que l'enfant décroche ou quitte l'école. Nous avons même fait des études pour voir pourquoi les filles abandonnent à l'école. Il s'est avéré que la fille s'absente des cours, surtout lorsqu'elle a ses règles. Donc, pour pallier à cela, nous avons distribué, nous avons mis dans toutes les écoles rurales des kits hygiéniques qui sont soigneusement gardés par l'administration. Nous avons formé des enseignantes. Là où il n'y a pas des enseignantes, nous avons sensibilisé soit la cantinière, soit la femme de ménage. Et ces outils-là sont gardés par elles, et à chaque fois que le besoin se manifeste, la jeune fille va aller voir la personne indiquée pour pouvoir demander les objets nécessaires. Pour qu'elle ne quitte pas l'école, pour qu'elle ne s'absente pas. Donc, nous avons pris toutes les précautions nécessaires, non seulement pour offrir une offre éducative, mais pour garder l'enfant à l'école, pour qu'il achève le cursus scolaire, de la première année à la 9e année, dans les localités les plus reculées. Donc, ces actions vont se poursuivre tant qu'il y a des enfants en dehors de l'école. Vont se multiplier. Voilà. Tant qu'il y a des enfants en dehors de l'école, nous allons intervenir dans les régions de l'intérieur. Nous n'allons pas intervenir tout seul, nous allons solliciter la collaboration des autres départements ministériels. Parce que l'éducation nationale, elle seule, ne peut pas couvrir tous les besoins. Nous allons faire appel au ministère de la Santé, nous allons faire appel au ministère de la Solidarité, nous allons faire appel au ministère de l'Agriculture, et nous allons plus besoin de tous ces départements ministériels parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'expérimenter un nouveau concept, le concept dont j'avais parlé tout à l'heure, les écoles rurales intégrées. Et nous avons des réunions pour dessiner, pour mettre en place les actions qui seront posées par chaque département ministériel. En tout cas, je pense que cette collaboration et cette synergie est en marche. Je reviens à M. Djibar. M. Djibar, vous avez terminé la partie sud du pays, Guikil et Al-Sévier. Vous comptez vous diriger vers le nord, à savoir Tadjoura et Obok. Quels sont vos résultats du sud et qu'est-ce que vous espérez du nord? Pour le sud, on s'était fixé un certain nombre d'objectifs. Est-ce que vous avez pu atteindre Oui. Ces objectifs, c'était par exemple pour les chefs-lieux d'honorer une promesse qui a été faite lors du lancement du plan de développement régional par le ministère de la décentralisation. C'était d'appuyer les agences de ramassage d'ordures. Et nous avons pu, lors de cette semaine, concrétiser
cette promesse qui a été faite par Madame la ministre, en octroyant pour chaque agence, chaque association de ramassage d'ordures, un chèque de 5 millions de nos francs, qui a été complété par 10 000 $, à peu près 1 800 000 francs Djibouti, pour les femmes organisées en coopérative qui ramassent également les ordures, les déchets dans les chefs-lieux des régions de l'intérieur. Donc, également, nous avions à appuyer l'UNFD, qui est un partenaire stratégique pour le MAS, dans l'autonomisation à travers l'alphabétisation. Ce programme, nous le menons également en collaboration avec le MENFOP pour tout ce qui est production de manuels. Nous le faisons également dans les écoles primaires et nous remercions, disons sincèrement, le MENFOP pour l'appui qu'il apporte. Et ce programme, nous l'avons généralisé. Il avait commencé à Djibouti, maintenant c'est dans toutes les régions de l'intérieur. À Sankal, par exemple, la population a sollicité l'appui pour le programme d'alphabétisation. Ce matin, on était à Arta et la communauté de Omar Djaga, qui n'est pourtant pas très loin de la capitale, a eu ce besoin. Ils ont compris les avantages de pouvoir alphabétiser la population adulte qui n'a pas eu cette chance d'avoir acquis des compétences en matière éducative. Donc la population a exprimé ses souhaits. Donc en gros, nous pensons avoir atteint les objectifs que le ministère s'était fixés, notamment pour le Sud. C'est-à-dire faire de la pédagogie, communiquer sur la politique sociale du gouvernement, faire de la pédagogie et de la vulgarisation autour de nos programmes, voir l'impact de nos programmes au niveau du terrain, nous l'avons vu, et puis également avoir les feedbacks de la population. Donc je pense que les principaux objectifs ont été atteints. Nous venons de terminer au jour d'aujourd'hui Arta, Dikil et Ali Sabié. Là, nous nous dirigeons vers la région du Nord. On va aller prochainement à Obok, à Leïdada, le chef-lieu de la sous-préfecture. Et la ministre a vraiment tenu à aller dans cette sous-préfecture, chef-lieu de sous-préfecture, qui est très éloigné. C'est pouvoir rencontrer cette population. On va aller également à Wadi pour Obok. Pour Tadjoura, ça sera la région de Adélou et Sagalou. Donc nous pensons également pouvoir rencontrer la population, leur exprimer, voir en fait comment les activités se réalisent et pouvoir récolter également leurs doléances. Tantôt le conseiller du ministère de l'Éducation avait également mis l'accent sur le fait que de cette doléance, le ministère va soumettre, pour ce qui dépasse les prérogatives du ministère, il va bien sûr les soumettre à ses collègues. Et on l'avait dit, la collaboration est importante. Les différents ministères sectoriels font partie de cet orchestre symphonique qui gravite autour de la politique sociale du chef de l'État. Avant de clore cette table ronde, j'aimerais donner le mot de la fin à mes invités. Je vais commencer par Mme Zahra Moussabouh, Madame la directrice. Merci beaucoup. Moi, je dirais que la solidarité est un moyen pour rendre le monde plus juste et équitable. Et pour atteindre cette équité, il faudrait que tous les partenaires ministériels travaillent main dans la main. Et nous attendons beaucoup de cette semaine de solidarité et cette caravane pour que les collègues puissent discuter au plus haut niveau et que chacun en fasse sa problématique et résout correctement les doléances comme demandé par le chef de l'État des populations les plus reculées, mais aussi ceux de Djibouti-Ville. Et je pense aussi que cette solidarité est un concept très ancien, mais très important. Très important parce qu'il vise à protéger les nôtres et à soutenir ceux qui sont dans les besoins. C'est l'objectif même de l'assurance maladie que nous avons, c'est faire cotiser les plus nantis et reverser aux pauvres. Je pense que cette solidarité doit être soutenue et ce ministère existera tant que la pauvreté, on ne peut pas l'éliminer, je pense qu'il existera, mais il durera tant que cette problématique de la pauvreté, de la précarité sera
au sujet, elle sera à l'ordre du jour dans ce pays-là. Maintenant, c'est une très bonne action que le ministère mène à travers beaucoup de projets et nous comptons surtout pour les projets portant sur les activités génératrices de revenus. Parce que c'est comment sortir de l'assistanat et les amener vers l'autonomisation. L'idéal, c'est ça. L'éternel assisté ne doit plus exister. C'est plutôt donner la communauté à se prendre en charge. C'est à vous, monsieur le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur Mohamed. Alors, merci beaucoup. Moi, pour conclure, je dirais que le ministère de la Solidarité, c'est un ministère jeune. Il n'a que, si je ne me trompe pas, une quinzaine d'années d'existence. Et depuis que ce ministère existe, un gros travail a été abattu et la pauvreté extrême a reculé. Nous sommes sur la bonne voie. Si nous continuons sur cette lancée, je pense que notre pays va réduire sensiblement la pauvreté. On ne va pas la radiquer totalement. Ça, c'est un travail de longue haleine, mais nous sommes sur le bon chemin pour réduire la pauvreté. Merci. Le dernier mot revient à vous, vu que c'est la Semaine nationale de la solidarité. Donc, monsieur Djibah Benoît, quel est votre mot? Comme le président l'a dit, la solidarité, elle est multiforme. Et lors du lancement de la Semaine de la solidarité, nous avions exprimé la solidarité à la population de Gaza, qui souffre. Et nous avons profité de cette semaine pour partager cette Semaine de la solidarité avec cette population qui vit dans le dénuement total aujourd'hui et qui subit les jougtes de l'État d'Israël. Donc le président avait voulu partager cette Semaine de la solidarité avec ce peuple frère. La solidarité, comme l'a dit Madame la directrice Zahra, elle est ancienne. La solidarité que nous connaissons est une solidarité d'abord inscrite dans notre religion. Le partage, ta'awunu al-birri wa taqwa, c'est de partager vraiment et d'aider nos populations qui sont dans le besoin. Donc c'est une solidarité qui est pratiquement obligatoire. C'est une solidarité également traditionnelle que nous vivons. Chacun, à notre niveau, agit et est acteur de cette solidarité pour la population qui l'entoure, que ce soit sa famille, que ce soit ses voisins ou bien que ce soit ses amis. Nous aidons tous. Donc c'est une solidarité traditionnelle qui existe. Et puis l'État, c'est une solidarité institutionnelle. Donc cette solidarité institutionnelle, l'État est en quelque sorte garant du bien-être de sa population. Les richesses produites par nos activités économiques doivent être repartagées et redirigées vers les populations qui sont vraiment dans le besoin. Et cette Semaine nationale de la solidarité a commencé, comme l'a dit M. Mohamed, en 2012. C'était une initiative du chef de l'État parce qu'on avait voulu mettre en avant en quoi consistait cette solidarité. L'État n'est pas le seul acteur dans cette action. Beaucoup de gens interviennent, beaucoup d'institutions interviennent et cet ensemble d'acteurs interviennent ensemble pour répondre qu'à un seul objectif, offrir des meilleures conditions de vie à nos populations. Donc ici, je voudrais également remercier l'ensemble des acteurs qui nous ont aidés dans cette semaine de la solidarité parce qu'on ne le fait pas seul. Le ministère de la Santé nous appuie parce qu'il est à nos côtés lorsqu'on nous agissons dans les régions. Les médecins nous accompagnent. Le ministère de l'Éducation, c'est la même chose. Il nous appuie, il nous accompagne. Le ministère de la Communication, à travers ce plateau télé qui nous a été offert aujourd'hui pour pouvoir expliquer en quoi consiste la Semaine nationale de la solidarité, la décentralisation. Donc la solidarité, comme l'a dit la directrice, c'est l'ensemble des acteurs étatiques qui interviennent. On n'est pas seul, en tout cas. Voilà, on n'est pas seul. Ouais. On a commencé en 2012 avec une journée de la solidarité. Aujourd'hui, la Semaine de la solidarité, ce n'est pas une semaine, hein. C'est plus de 10 ou 12 jours de caravane où on sillonne, on rencontre nos populations. C'est vraiment un moment pas pour le MAS, mais pour le gouvernement, parce que toutes les actions que fait le ministère, nous les répercutons en termes d'information auprès de ses collègues. Donc la ministre partage ces informations avec
ses collègues du gouvernement. Donc ce n'est pas une solidarité uniquement d'humain, c'est une solidarité vraiment, comme son nom l'indique, une solidarité nationale. Merci, merci, merci à vous, M. Djibah Benoît. Je rappelle, vous êtes le conseiller principal de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité. Merci à vous, M. Mohamed Abdi Guedi, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Merci à vous, Mme Zahra Moussa Bouh, directrice générale de l'offre de soins au ministère de la Santé. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce table ronde dédiée pour la Semaine nationale de la solidarité. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti. ayaan lagu sugin fadhiga